Monsieur le ministre, vous avez officiellement lancé le mois dernier à La Rochelle la police de sécurité du quotidien. L'objectif serait de construire avec les élus de terrain, avec la population et avec l'ensemble des acteurs de la sécurité et de la prévention des solutions pour répondre plus efficacement aux préoccupations de nos concitoyens, déclarait ainsi le Président de la République en octobre dernier en présentant sa principale annonce en matière de stratégie de sécurité. La grande concertation lancée le 28 octobre s'achèvera donc dans 15 jours et les premières expérimentations débuteront dès janvier 2018. Alors, monsieur le ministre, malgré une étude attentive du budget, je n'ai trouvé aucune dotation allouée à ce nouveau dispositif, pas un euro. Autrement dit, cette police de sécurité du quotidien ne s'accompagne d'aucun volet budgétaire et devra donc s'appuyer sur les moyens existants et créer une charge de travail supplémentaire pour les forces de l'ordre sans aucune compensation à moyens constants. C'est également ce que révèle le rapport de M. Dominati. Vous vous défendez de vouloir remettre en chantier la police de proximité. Pour notre part, nous souhaitons véritablement la réhabiliter. Vous n'êtes pas sans savoir que nous défendrons en ce sens notre proposition de loi dans l'ordre du jour réservé à notre groupe le 13 décembre prochain. Mais d'ores et déjà, pour que notre proposition prenne corps, nous vous proposerons, dans le cadre de ce budget et par voie d'amendement, de « réparer » entre guillemets, bien évidemment, un oubli en budgétisant la police de proximité. Pour que cette police voie réellement le jour, il faut déployer de véritables moyens, ce dont elle n'a jamais bénéficié. La réalisation d'une police de proximité suppose une gestion des effectifs adaptée, d'abord en la dotant des moyens nécessaires, mais aussi en créant, sur le mode de la Direction générale de la sécurité intérieure créée le 14 avril 2014, une Direction générale de la police de proximité. Celle-ci disposerait, comme toute entité de cette importance, de services administratifs et de soutien nécessaires à son fonctionnement et à sa gestion. Je crois qu'il est vraiment temps de cesser de s'attaquer uniquement aux conséquences sans songer aux causes et de donner la priorité à la prévention et à la dissuasion plutôt qu'à la répression. En outre, les fonctionnaires de police et de gendarmerie souffrent directement de la dégradation de leurs relations avec la population. Leurs conditions de travail se trouvent extrêmement détériorées, notamment en raison du renouvellement incessant de l'état d'urgence ces 2 dernières années et du stress permanent qu'engendrent des relations trop souvent conflictuelles. Or, si le régime d'état d'urgence a pris fin le 1er novembre dernier, le gouvernement reconnaît que la menace revêt désormais un caractère durable et a souhaité doter l'État de nouveaux moyens juridiques permanents de droit commun. La loi du 30 octobre 2017 faisant entrer l'état d'urgence dans notre droit commun poursuit donc cet objectif. Le surcroît opérationnel ne devrait donc aucunement se trouver diminué par la fin de l'état d'urgence et pourrait même s'accentuer. À ce sujet, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse pour saluer la sage décision du Conseil constitutionnel qui, suite à une saisine de la Ligue des droits de l'homme, vient de censurer un article de la loi sur l'état d'urgence permettant aux préfets des contrôles d'identité et des fouilles de bagages et des visites de véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Comme nous l'avons dénoncé avec les autres membres de mon groupe lors des multiples prorogations de l'état d'urgence, le Conseil constitutionnel a reconnu que le législateur n'avait pas assuré une conciliation équilibrée entre, d'une part, la sauvegarde de l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et venir et le droit au respect de la vie privée garanti par la Constitution. Pour en venir précisément au budget, dans le total des crédits qui doivent augmenter de 1,34 % pour cette mission, nous notons que les recrutements se font au détriment des dépenses d'investissement et de fonctionnement. Comme le rapporteur spécial de la commission des finances, nous n'avons de cesse de dénoncer l'insuffisance de la formation de nos forces de l'ordre. Cela est absolument déraisonnable et dangereux pour nos concitoyens et pour les fonctionnaires de police et de gendarmerie eux-mêmes. Je ne peux pas faire ici de parallèle avec les suicides qui continuent à s'aggraver s'agissant des policiers, mais je ne peux pas ne pas y faire référence ici dans mon propos. Quant à l'augmentation continue de l'âge moyen des véhicules, cela devient une constance des insuffisances constatées, mais tout le monde connaît également la situation dramatique de la vétusté de nos commissariats qui en font
à la fois des lieux de travail désagréables, mais aussi des lieux peu accueillants pour nos concitoyens et justiciables. À l'heure où les victimes sont encouragées à parler, à déposer leurs plaintes, la question des lieux de recueil de la parole des victimes et des formations de ceux qui la reçoivent et la retranscrivent doit être prise très au sérieux. Je vous le demande solennellement, monsieur le ministre. Finalement, nos polices et gendarmeries sont, hélas, depuis trop longtemps en voie de paupérisation, et les budgets proposés ne sont en aucun cas à la hauteur de l'enjeu et de la crainte que cela représente pour l'avenir de notre pays. Le budget préparé pour nos soldats du feu n'est guère plus reluisant, et nous suivrons l'avis défavorable de notre collègue Catherine Troendlé sur le sujet. Je vous remercie.